si on veut innover ou si on veut faire des actes vers le développement durable, je pense qu'il faut penser que c'est la somme de petits gestes de plusieurs entreprises, pas parce qu'on est petit ou qu'on ne peut pas faire des projets qui vont être porteurs. Puis il faut y aller à notre échelle, il faut y aller selon notre capacité, parce que quand on a une plus petite entreprise, on a moins de ressources aussi pour gérer ce genre de projet-là. Mais on y va à son rythme. L'important, c'est de le faire puis de lancer des choses, des initiatives. Puis c'est la somme des efforts collectifs qui vont faire une différence en bout de ligne. Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Rémi Tremblay, président de Café William, une entreprise super intéressante qui est située à Sherbrooke et qui vend son café maintenant dans plus de 1000 points de vente au Québec, entre autres chez Costco. L'entreprise fait énormément d'innovation verte, nous allons en parler. Ils ont entre autres un projet de voilier vert qui va transporter leur café des pays chauds à chez nous pour ensuite le transformer à Sherbrooke. Donc, nous allons aussi parler des défis de la commercialisation et plusieurs autres points. Avant tout, j'aimerais remercier Desjardins pour leur confiance. Ils sont partenaires de nos balados. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com/entreprise. Bonne écoute! Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Rémi Tremblay de l'entreprise Café William. Comment ça va, Rémi? Ça va très bien, Catherine. Merci beaucoup. Toi aussi? Oui, ça va bien. Puis, je suis très contente de parler de café aujourd'hui avec toi. J'aimerais qu'on parle un peu de l'entreprise pour situer les auditeurs. Café William est situé à Sherbrooke. Combien d'employés travaillent pour l'entreprise? Dans nos différentes composantes, on est maintenant près de 200 à l'intérieur de l'entreprise Café William. Donc, c'est une belle grande équipe là, qui travaille dans nos deux usines, une sur la rue Belvédère et l'autre sur la rue Roy. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise, de vos produits et aussi peut-être un peu de l'historique? Oui. Pour faire une quand même assez longue histoire courte, l'entreprise est née en 1988 puis est née à travers l'industrie des services alimentaires. Donc, notre usine sur la rue Roy, c'est ce qu'on fait. On fait du café pour beaucoup les services alimentaires. Donc, on a des clients dans la pause café, des institutions et tout ça. Mais depuis 2003, quand on a lancé nos cafés William, on a décidé de développer beaucoup les ventes de café au détail. Et très rapidement, on a commencé, on a été un peu précurseur, là. On parle beaucoup de développement durable de nos jours, mais à l'époque, on avait décidé de se différencier en lançant une gamme de café biologique et équitable. Alors, donc, ça a été la naissance de la marque William en 2003. Donc, on a commencé à travers un réseau d'épiciers dans la région de Montréal, à travers un de nos partenaires de l'époque. Et puis, après ça est arrivée l'aventure dans les Costco, où on a commencé à faire les dégustations que tout le monde apprécie, qui ont recommencé d'ailleurs dans cette période un peu post-pandémique, si on peut dire. Donc, on avait commencé à travers des dégustations, puis après ça, les choses se passaient assez bien, qu'on a réussi à convaincre les gens de chez Costco de nous essayer comme produits réguliers dans l'allée. Donc, c'est là où les cafés William ont pris leur envol là, dans les premières années. Donc, on est vraiment une entreprise qui a toujours travaillé avec des cafés biologiques équitables en majeure partie de ce qu'on fait. Donc, on a toujours eu à cœur le développement durable, faire attention à l'environnement. On a fait toutes sortes de projets autour de ça. Puis là, dans notre vie d'entreprise, on est rendu à un niveau où on commence à penser un peu plus large là, dans l'impact qu'on a sur de l'ensemble de nos opérations là, sur notre environnement. Aujourd'hui, on parle d'environ 1000 points de vente, c'est bien ça, au Québec? Exactement. Exactement.
Donc, le démarchage des points de vente, au départ, vous étiez plutôt dans la région de Montréal. Après ça, chez Costco, vous avez démarché les épiceries par la suite. Comment ça s'est fait, cette progression-là? Parce que c'est fulgurant, là, 1000 points de vente. Puis on disait, je pense que c'était en 2017, une centaine, moins de 100, quelque chose comme ça. Exact. Donc, en peu de temps, beaucoup de points de vente. Comment on arrive là? Oui, en 2017, on était, c'est ça, dans un réseau d'épiceries indépendants à Montréal et les Costco, essentiellement. Puis, on a entrepris on a décidé de rejoindre la marque William à l'époque. On a changé tous les emballages et tout. Puis, on s'est dit qu'on voulait déployer notre marque dans les grandes chaînes. Puis, ça a tombé, on était en train de revoir notre marque et tout quand les gens de métro étaient en train de revoir complètement leur line-up de produits, toute leur allée déjeuner, qui inclut les cafés. Puis, quand ils voyaient les cafés qui étaient les plus vendus au Québec, ben nos cafés sont sortis. Donc, les cafés William vendus à travers beaucoup les Costco. Donc, c'est ressorti comme étant les cafés les plus vendus au Québec. Donc, ils ont voulu nous parler. Donc, on les a convaincus d'embarquer avec nous dans l'aventure puis d'introduire nos produits sur les tablettes. Puis, ça a super bien été. On a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a acheté un peu la marque, qui voulait une marque québécoise. Puis, on disait, ben, on était un épicier québécois. Puis, il me dit, j'ai travaillé chez Métro quand j'étais jeune. Donc, on a réussi. On a commencé avec Métro. Ils nous ont entré avec 13 produits. On est rendu avec une vingtaine aujourd'hui. Puis naturellement, ben, quand tu commences à être chez Métro, ben là, les autres grands joueurs se disent ben, pourquoi ils sont pas chez nous, eux autres? Donc, mais je dirais que ça se fait pas facilement. C'est beaucoup de patience et de persévérance. Pour entrer dans les grandes chaînes, faut vraiment pas avoir peur de se faire dire non. Faut vraiment pas prendre ça personnel. Faut persévérer, puis continuer à cogner à la porte. Puis on a fini par finalement être un petit peu partout, distribué un peu partout au Québec. Donc, Sobeys, les IGA là, qui ont presque 300 points de vente. On est dans 200 quelques. Maintenant, avec Loblaws, avec les Maxi et Provigo aussi, plus d'une centaine. Donc, au total, on est autour de 1000 aujourd'hui. Ma question, là, on en a parlé. Vous avez, tu as retravaillé, l'équipe a retravaillé l'image de Café William autour de 2017. Est-ce que ça a eu un impact sur les ventes, à ton avis? Oui, on était dû à l'époque, là, l'image n'avait pas été rejeunie depuis un bon bout de temps. On avait un peu peur, je dirais, parce qu'on avait quand même 2 produits réguliers entrepôt chez Costco qui étaient très vendus, donc les gens les aimaient. Mais j'imagine à quelque part un peu l'image de Café William. Donc, on a fait ça un peu en se disant qu'on fallait changer des choses, mais pas complètement. Il fallait que les gens nous reconnaissent. Puis, ça a été positif dès le départ. Donc, on était bien contents. Mais je dirais que c'est le défi de changer des produits qui sont bien vendus déjà, puis changer l'image significativement, là, ça se met l'inquiétude. Mais on a décidé quand même d'aller de l'avant pour revoir l'ensemble de notre offre pour se déployer justement dans les autres bannières. Puis dans la stratégie, est-ce que c'était de mettre en avant le côté biologique, équitable du produit? Qu'est-ce que c'était cette stratégie, en fait? Bon, on voulait que les gens comprennent bien. On a des pastilles de couleur un peu comme il y a à la SAC qui aident aux gens à identifier. Parce que souvent, les gens s'identifient à un café fort, un café faible, puis un café doux. Donc, on a voulu rendre ça facile pour les consommateurs pour choisir leur café. On a les cafés rouges, c'est nos espressos. Les jaunes, c'est les cafés veloutés. Les verts, c'est les moyennement corsés. Donc, on voulait donner un élément de référence. Donc, si les gens aiment des cafés corsés, ils pouvaient se promener d'une origine à une autre. Donc, d'un mélange à un autre, puis essayer d'autres choses à l'intérieur d'une gamme qu'ils aiment. Donc, en général, on pense qu'on a eu des bons commentaires là, depuis qu'on a introduit cette notion-là, qui est facile à comprendre là, pour les consommateurs. Les consommateurs sont sensibles à quoi quand ils achètent les cafés? Est-ce que le fait que vous soyez québécois à Sherbrooke, est-ce que ça joue dans l'achat? Est-ce que le côté que ce soit biologique? Moi, c'est quelque chose qui me touche, mais est-ce que le consommateur en général est touché par cet aspect-là? Ce qu'on a entendu à travers le temps, c'est que les gens qui achètent bio, le café est
pas un produit dont le choix va être absolument nécessaire pour quelqu'un qui veut boire, qui veut consommer du biologique. Donc, il y a une plus grande attention portée aux produits frais, fruits et légumes, que des produits qui sont qui sont cuits ou qui sont déjà des pâtes ou des choses du genre. Donc, est-ce que c'est déterminant? Probablement pas pour l'ensemble des consommateurs. C'est sûr que ça influence un bon nombre de consommateurs. Ce que les gens vont probablement commencer à comprendre ou savoir davantage, il y a déjà probablement beaucoup de personnes qui le savent déjà, c'est que c'est non seulement l'absence de produits chimiques ou de fertilisants chimiques dans la culture, puis dans le produit, mais c'est aussi dans la culture. Quand on parle de développement durable, quand on veut développer des terres, des sols, puis les maintenir de qualité, ben, le fait d'être biologique, naturellement, ça a un bénéfice énorme. Donc, mais ce n'est pas un élément 100% déterminant dans le choix du café pour les gens. Le fait qu'on soit à Sherbrooke, je pense que depuis quelques années, c'est davantage connu qu'on est de Sherbrooke. Puis on a des ventes records au Costco de Sherbrooke, les roadshows dans les épiceries dans la région. On est vraiment bien supporté par la communauté. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Je pense qu'au Québec, puis on l'a vu avec la pandémie, là, l'achat local, c'est sûr que puis on a fait de la publicité là-dessus pour dire ben on est du Québec, là, on est fait à Sherbrooke, fièrement fait à Sherbrooke. Parce que il y avait peut-être des gens qui nous rattachaient à Costco, qui n'est pas toujours des produits naturellement locaux qu'on retrouve chez Costco. Donc, et le prix, on s'est toujours positionné, nous, on est un café haut de gamme, café de qualité, spécialité, mais vendu à un prix économique. C'est un peu un leg qui est venu avec justement le fait d'être un peu né à travers avoir pris l'expansion à travers les Costco, qui naturellement offrent des produits grand format économique. Donc, c'est ça. Notre signature est vraiment d'avoir un produit de haute qualité, mais qui est de valeur, qui est économique pour les consommateurs. Puis je pense que dans la période actuelle de grande inflation, ça peut être apprécié. Vous avez développé plusieurs sortes de café. Est-ce qu'il y a un processus d'innovation dans l'entreprise? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choix quand même, là. Moi, quand je suis arrivée au Costco, là, il y avait plusieurs sacs, puis j'ai dû me faire conseiller pour choisir. Donc, j'avais quand même du choix. Comment qu'on peut faire une variété de café comme ça? C'est l'offre mondiale de café est énorme. Il y a, nous, on tient, mon Dieu, une cinquantaine d'origines de café de 35 pays environ. Donc, il peut y avoir des origines uniques, des régions. À l'intérieur des pays producteurs, il y a des régions. Puis après ça, naturellement, il y a la qualité du café, la grade du café qui va aussi avoir une influence sur le goût, son niveau de torréfaction. Donc, on est toujours en train de jouer dans ça, d'essayer de trouver des nouvelles origines, des nouveaux producteurs. On a nos produits réguliers, on a des mélanges, nos classiques, l'Italiano, l'Espresso, la Crema, Corposo, Sumatra qui est une origine unique. Fait qu'on a un mélange d'origines uniques. Bien sélectionné avec des producteurs avec qui on veut travailler. Puis on a aussi un mélange de produits qui nous servent à avoir une offre régulière là, tout au long de l'année. Mais c'est un monde très large, très diversifié, le café, avec une offre qui est la ceinture du café là, tout au long de l'équateur. Il y en a partout sur la planète. Donc, c'est intéressant. Vous semblez super innovant là, chez vous, là, parce que vous avez amené beaucoup de projets particuliers, là, comme par exemple le voilier ou le transport vert. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, on a à cœur l'innovation depuis de nombreuses années. Ça a pris différentes formes chez Café William. On commence à avoir une vision un peu plus intégrée, là. On veut avoir un impact tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, naturellement, le café part de l'origine. La meilleure façon ou le meilleur produit à acheter, si on veut acheter du café de l'origine et d'avoir un meilleur impact là-bas, c'est d'acheter du café biologique. Ensuite de ça, on se pose la question comment on le transporte vers ici, le café. Puis là, les conteneurs, les porte-conteneurs, ça utilise du carburant, du bunker fuel, là, qui est les carburants probablement les plus polluants. Sur la grosseur de ce qu'ils transportent, c'est pas énorme, la pollution par livre de café, mais quand même, on s'est posé la question comment on peut réduire ça. Donc, on est allé on a recherché des moyens de transport écologiques, puis on est tombé sur ce projet de Fula au Costa Rica. Mais comment ça se met sur pied un projet de Fula au Costa Rica?
Ah, c'est des passionnés qui veulent changer le monde. Mais ça, c'est qui ça? C'est toi? C'est des gens dans l'entreprise? C'est Non, qui? le projet était déjà démarré. OK. Le projet était démarré, puis il était à la recherche de financement. Donc, il y avait une gang de gens là, qui veulent, comme je dis, qui veulent changer le monde, là, qui avaient entrepris de bâtir un bateau pour faire du transport maritime. Alors là, on a complètement allumé là-dessus. Mon associé Serge était à la recherche de ça. Il nous est arrivé avec ça. On a investi dans un bateau. J'ai dit, c'est fou un peu. Puis il fait toujours des jokes là-dessus. Mais c'est un super beau projet. On leur a aussi donné de la crédibilité dans le sens où on a promis de remplir le bateau. Dans le fond, eux autres, ils veulent en faire une entreprise commerciale de transport. Alors, on a dit, ben, on va vous garantir qu'on va remplir le bateau de café pour tous les voyages que vous êtes capable de faire vers le nord, en partance de l'Amérique centrale. Donc, ça a été ce qui a permis de concrétiser le projet. Puis là, ben, on parle d'une mise à l'eau là, quelque part en 2023. Donc, on a bien hâte de voir ça arriver. Puis il y a d'autres projets, ils ont été à COP26, les gens de Saïba. Mm-hmm. Daniel est allé présenter là-bas. Puis, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, il y a d'autres projets qui se développent là, du même acabit autour de. Puis donc, ça pourrait peut-être devancer les chantiers si on est chanceux. Donc, du café transporté écologiquement. Puis après ça, ben, on travaille, on parle d'innovation, on va construire une nouvelle usine à Sherbrooke dans le parc industriel, une usine LEED. Donc, encore là, on voulait avoir la meilleure empreinte écologique environnementale possible. On est en train de choisir des équipements. On a choisi un équipementier européen, puis là, on est en train de leur dire qu'on veut transformer la façon d'alimenter, de cuire le café, finalement. Donc, habituellement, le café à l'échelle commerciale est torréfié avec du gaz naturel ou Okay. donc, c'est une source d'énergie polluante. On est en train de les convaincre de se servir d'une autre source d'énergie. Ah, c'est intéressant. Ouais. Fait que ça, on travaille fort là-dessus. Puis, on a, dans le processus justement de sélection, on a vraiment suscité beaucoup d'intérêt dans ces grands équipementiers-là qui sont pour la plupart européens. Là. Mais vous êtes sensible chez vous à l'environnement. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Café William, c'est une entreprise de café, puis on a déjà parlé fallait que ça soit équitable, le café, les gens étaient souvent sous-payés. Est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes plus sensible qu'une autre entreprise? Ben, je ne sais pas si on l'est plus que d'autres. Là. On a ça dans nos racines depuis toujours. Serge, mon associé, s'est promené en Honda Prius Toyota Prius, je ne sais pas trop, pendant 10 ans. On riait de lui à un moment donné parce qu'il est tombé en morceaux. Mais il y a maintenant une Tesla, c'est mieux. Mais non, on a toujours eu de l'intérêt vers... Pourquoi pas, là? On prend de l'envergure, on se rend compte qu'on génère de plus en plus de déchets reliés à l'opération, mais on ne veut pas être des pollueurs, là, on veut avoir le moins d'empreintes possible. Puis là, ben, on grandit un peu, on commence à avoir aussi une équipe qui grandit, puis les gens veulent ça aussi. Là, quand tu arrives avec des projets comme ça, là, les gens embarquent là-dedans, puis ça se crée à l'interne là, avec l'équipe. Là. Donc, c'est une démarche qui s'auto-alimente, je dirais. Là. Est-ce que c'est une valeur qui est vraiment affichée chez vous? Oui, de plus en plus, là, oui, on est en train d'en parler davantage, de l'afficher un peu partout, définitivement. Ça va l'être plus vrai avec la nouvelle usine, là, mais oui. Je dirais on touchait à plein de morceaux de développement durable disparates sans avoir une direction. Mm-hmm. Mais je dirais que depuis 1 an, vraiment, on a précisé, ça s'est précisé dans notre esprit qu'il fallait intégrer l'ensemble de la chose. C'est pas juste au niveau de l'environnement, je dirais, on va avoir un impact durable auprès de nos employés, auprès de la communauté. On a commencé une démarche de certification B Corp. Dans le fond, on est en affaires, ben pourquoi pas bien faire les choses pour faire en sorte que nos employés soient heureux au travail, qu'on ait un impact dans la communauté ici en Estrie et plus loin encore. Donc, on va essayer de faire ça là, à notre échelle, tranquillement, pas vite, là, mais
Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce changement-là, de vouloir vraiment structurer ça? En 2017, on est devenu un nouveau groupe d'actionnaires suite à la retraite de deux des anciens associés. Puis, on continuait un peu à faire ce que faisait l'entreprise. Mais à un moment donné, on s'est assis, les associés et moi, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? À quoi on rêve? À quoi on aspire? Puis, on prenait un verre de vin avec mon partenaire Serge, puis il dit, moi, j'aimerais ça. Puis c'est là qu'il avait parlé du bateau la première fois. Puis, j'aimerais ça avoir un Tesla Boat. Un Tesla Boat, wow! Ouais. Fait que ça a commencé là, puis on a commencé à aligner les choses, puis naturellement, quand on a commencé à parler de changer la planète, puis de contribuer au changement de la planète à notre échelle, on s'est aussi dit, il faut aussi s'assurer qu'on a un bel impact auprès de nos gens, puis de notre environnement immédiat, là. Fait que je pense que on essaie de travailler sur plusieurs fronts en même temps, mais avec l'équipe, on avance un peu partout. C'est le fun, c'est très stimulant. Comment ça se passe, la croissance? Parce que depuis 3 ans, vous vivez quand même une bonne croissance, là. Vous êtes passé de moins de 100 points de vente à 1000. Comment ça gère ça, une croissance comme ça? Il doit y avoir des défis? Ah oui. Il y a des défis. Depuis 2017, on a plus ou moins doublé notre volume d'affaires globalement. Puis on a une portion qui vient aussi d'une business qu'on a. On fait des marques privées pour des grands détaillants américains. OK. Mais une croissance, c'est beaucoup de défis pour les gens, pour une organisation, parce qu'on se transforme très rapidement. Donc, on teste un peu la capacité d'adaptation des gens. On engage beaucoup de nouvelles personnes. C'est beaucoup d'intégration. Ça a été toute une aventure les 5 dernières années. C'est vraiment stimulant. Je dirais qu'à travers ça, l'équipe s'est beaucoup... on a beaucoup recruté. L'équipe s'est beaucoup renouvelée. Je dirais qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir vraiment l'équipe qui va nous permettre de continuer à grandir. Fait qu'on ajoute des compétences, on ajoute des expériences, donc il fallait qu'on grandisse comme organisation aussi dans nos compétences à tous les niveaux, là, que ce soit au niveau des opérations, du marketing. On parle de passer de 200 à 1000 points de vente. Là. On s'est bâti une force de vente au Québec. Avant ça, on avait quelques représentants. Donc, ça a été vraiment d'autres choses. Puis on a appris beaucoup à travers ce processus-là. Puis là, on va continuer à apprendre parce qu'on veut développer le reste du Canada. Puis là, c'est pas vrai qu'on va avoir une force de vente partout au Canada. Donc, il faut faire ça autrement. Il faut commencer à parler à des courtiers, des distributeurs. Donc, c'est une autre phase d'apprentissage qui s'en vient là, pour l'entreprise. Donc, ça prend des gens qui aiment le changement. Puis qui sont prêts à vivre le changement. Mais on a vraiment une super équipe là, avec nous. Est-ce que là, présentement, vous êtes au Québec? Est-ce qu'avec Costco, vous desservez aussi le reste du Canada ou c'est uniquement le Québec en ce moment? C'est l'Est. Le Costco est séparé Est-Ouest. Donc, on touche à l'Ontario et aux Maritimes un peu. C'est beaucoup le Québec. Mais on n'est pas dans l'Ouest canadien. On a fait une promotion nationale l'année passée, mais on n'est pas là de façon permanente. OK. Donc, mais on va y travailler. On y travaille pour le futur, mais on veut aussi déployer, dans le fond, dans les grandes chaînes d'alimentation à l'extérieur du Québec, puis aux États-Unis éventuellement. OK, parfait. Et puis, si on revient un petit peu là, sur l'innovation verte, tout ça, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui auraient envie de faire des projets d'innovation verte, là, être un peu plus équitable, ou à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre comme défi là-dedans? Parce que est-ce que c'est rentable de faire un projet d'innovation verte, comme dire, je vais être équitable, moi, je vais être biologique. Est-ce qu'il y a des coûts reliés à ça? Puis est-ce qu'au bout du compte, c'est payant de le faire? On le fait pas pour ça, là, mais fondamentalement, c'est ce qu'on veut faire dans la vie. Est-ce que c'est payant? On ne fait pas plus, pas parce qu'on a des cafés biologiques équitables qu'on fait plus d'argent. Il
Il y a des gens qui vendent, des compétiteurs qui vendent des produits similaires aux nôtres beaucoup plus chers. J'imagine qu'ils font plus de sous. Nous, on a une approche où on veut rendre ça accessible au plus grand nombre en ayant un prix qui n'est pas tellement différent du café régulier. Ça a été notre approche depuis toujours. Mais je pense qu'il faut penser au développement futur. De plus en plus, nous, on a commencé ça fait quand même plusieurs années, ce chemin-là vers le développement durable. De nos jours, je pense que c'est de plus en plus attendu par les consommateurs. Oui. Donc, si j'avais à partir à nouveau une entreprise, j'ai l'impression que tu ne peux plus faire ça sans avoir cette conscience-là. Tu ne peux plus être en affaires sans avoir cette conscience-là. Donc, nous, on était déjà dans le bain de ça quand même pas mal. Fait que c'est pas un passage qui est trop difficile. Mais si on veut innover ou si on veut faire des actes vers le développement durable, je pense qu'il faut penser que c'est la somme de petits gestes de plusieurs entreprises, pas parce qu'on est petit ou qu'on ne peut pas faire des projets qui vont être porteurs. Puis il faut y aller à notre échelle, il faut y aller selon notre capacité, parce que quand on a une plus petite entreprise, on a moins de ressources aussi pour gérer ce genre de projet-là. Mais on y va à son rythme. L'important, c'est de le faire puis de lancer des choses, des initiatives. Puis c'est la somme des efforts collectifs qui vont faire une différence en bout de ligne. Là. Tu sais, nous, on est un petit joueur là, sur la planète café, là. Mais on le fait pareil, mais on veut le faire. Puis on pense qu'on peut avoir une influence sur les grands joueurs éventuellement avec ce qu'on travaille là, au niveau du transport maritime, puis aussi au niveau de la torréfaction du café avec les équipementiers. Donc, on espère que ça va avoir une influence sur les grands joueurs puis que ça va amener un changement dans l'industrie. Si jamais ça ne l'a pas, ben on va au moins avoir eu un impact local qui va être super intéressant. J'ai vu que vous redonniez aux producteurs de café un certain montant d'argent pour qu'ils puissent investir. Est-ce que je me trompe? Ben, pas investir, mais mieux vivre avec la production du café. C'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, qu'on voit que c'est équitable. Exactement. Catherine, à travers le programme Fairtrade, des fois, c'est pas si connu des gens, là, quel est le bénéfice pour les producteurs. Ben, sachez que pour chaque café équitable que vous achetez, là, il y a des sous là, qui vont directement dans les poches des producteurs. Puis c'est la majorité des sous. Il y a du prix du café, là, il y a un minimum de 20 sous US supplémentaires qui va par livre, qui va dans les poches des coopératives. Puis pour avoir droit à ça, donc ce n'est pas des producteurs privés, c'est vraiment ceux qui font partie du mouvement Fairtrade. Ce sont des petits producteurs qui se regroupent sous forme de coopérative. Puis à travers ça, ben, il se crée, on a vu au Honduras, au Sumatra, il se crée presque des micro-sociétés à l'intérieur de ces coopératives-là où ils vont même construire des écoles pour les enfants des producteurs et même la région. Donc, ça contribue réellement à rehausser le niveau de vie là, dans ces pays-là là, qui ont généralement pas des niveaux de vie très élevés, là. Donc, oui, sachez qu'à chaque fois que vous achetez du café équitable, il y a vraiment des sous là, qui vont directement aux producteurs. Donc, c'est écrit dans chacun des contrats là, qu'on signe avec les producteurs, avec les coopératives. C'est vraiment beau, pareil, de voir ça, là. Les gens, ça fait une différence dans leur vie, parce que j'imagine dans ces pays-là, ça devait être des grosses entreprises qui achetaient le café, ben, qui prenaient toutes les terres pour la culture du café, puis là, il n'en restait plus pour les petits producteurs. Donc, c'est un peu une façon de faire vivre les gens de leur passion. C'est un peu ça aussi. On a vraiment un impact quand on achète le café William. C'est un très bon point, Catherine. Je pense qu'avant qu'il y ait ce type d'organisation-là sous Coop, sous Fairtrade, il y avait beaucoup de grands joueurs qui achetaient le café auprès des producteurs à très faible prix, donc dans les pays d'origine. Donc, tu avais des gens qui faisaient le tour des fermiers puis qui achetaient leur café. Puis les gens n'étaient pas au courant de la valeur sur le marché. Donc, ça a vraiment permis d'éduquer là, les gens puis de les organiser parce que le mouvement Fairtrade les supporte beaucoup dans l'organisation des coopératives. Donc, non, c'est un vrai impact sur le terrain, là. Mais juste par curiosité, est-ce que vous autres, Café William, vous faites affaire avec les coopératives directement ou vous passez par une autre entité? Un mélange de ça. On achète beaucoup directement des coopératives.
De plus en plus d'ailleurs. Parce que avec le volume qu'on est rendu, on est capable de se permettre de prendre un peu plus de risques. Parce que des fois, l'approvisionnement va être moins certain, je dirais. Que si on passe à travers, il y a beaucoup d'importateurs là, qui sont basés, souvent ça vient des États-Unis, nos importateurs, il y en a au Canada aussi, qui eux achètent le café, le stock, puis on peut acheter direct d'eux. Mais je dirais qu'on a probablement plus de 50% qui est acheté directement des producteurs, des coopératives. Wow! Ouais. Bravo! En tout cas, c'est vraiment... c'est tout un défi dans la période actuelle où la chaîne de logistique est un peu ébranlée, puis on a pas mal hâte qu'elle commence à se stabiliser, là. C'est un petit peu complexe là, dans le monde actuellement, dans le transport maritime, comme vous en entendez parler. Les containers de café, ça arrive par bateau, là. Donc, c'est pour ça qu'on a hâte d'avoir notre voilier aussi. Oui, hein? Avoir le contrôle sur notre destination. Les choses changent, hein? Je ne sais pas si ça va revenir rapidement comme c'était ou ça va changer, mais les choses changent. Il faut vraiment s'adapter. Qu'est-ce que tu en penses, Rémi? On dirait qu'il faut vraiment s'adapter maintenant, rapidement, aux nouvelles circonstances. Mon Dieu, oui. Écoute, les 2 dernières années, on a tous dû s'adapter énormément, personnellement, professionnellement. Je dirais, puis nous, on avait une portion de business de services alimentaires. On a perdu 80% du volume en avril 2020. Donc oui, il faut s'adapter, mais en même temps, après ça, les ventes au détail prenaient de l'ampleur, donc on s'en est bien tiré. Mais je dirais, alors qu'on pensait qu'on s'en sortait, là, c'est la chaîne d'approvisionnement, le prix du café, il y a eu un gel au Brésil à l'été. Fait que pour nous, dans notre business, là, c'est un petit peu le bordel depuis l'été 2021. L'approvisionnement est très compliqué. Les prix de café ont explosé. Il y a une très grande instabilité. Donc, on s'adapte tout le temps là-dedans. Là, on roule un peu avec les coups, mais tout le monde est un peu dans le même bain. Mais donc, on essaie de tirer notre épingle du jeu à travers ça. Mais ce n'est pas un long fleuve tranquille par les temps qui courent. J'ai hâte de voir le voilier arriver. Hein? Ça s'en vient bientôt. Ça va être une belle nouvelle qui va ressortir dans les médias. On va suivre ça de près. Ben oui, c'est sûr que vous allez en entendre parler. On va en parler. Puis, sans vous donner un grand scoop, là, ça se peut que ça aille plus vite que prévu, cet arrivage par bateau-là. Donc, c'est pas mal excitant. Et qui sait, peut-être qu'il y en aura plusieurs, éventuellement. Plusieurs bateaux. Oui, exactement. Bon, je te souhaite une belle continuité, puis on va suivre Café William de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Au plaisir. Au plaisir. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!